Bonjour tout le monde et bienvenue à cet premier épisode en français du podcast JJF1 où Jonah et Jordan parlent de toutes les affaires courantes de la F1. Maintenant, nous avons un épisode pour vous qui va parler des pilotes qui méritent une deuxième chance en Formule 1. Mais avant qu'on parle de ça, Jordan, on vient tout juste de regarder la qualif pour le Grand Prix d'Espagne où Lewis Hamilton a reçu son centième première place de sa carrière. Alors, comment ça va? Comment sens-tu? T'es prêt pour la course demain? Moi, je me sens bien. On sait que cette séance qualification est vraiment une séance qui vraiment sépare les bonnes écuries et les écuries qui sont vraiment qui n'ont pas vraiment des bonnes voitures pour être compétitifs dans le championnat de 2021. On a vu que Alpine a vraiment une bonne voiture. Ils ont vraiment développé leur voiture depuis la première course. Et c'était vraiment une bonne surprise. On a vu que Lewis Hamilton il mérite et il a eu son centième position de tête. Et c'est vraiment quelque chose à regarder. C'est l'histoire qu'on vient de voir ce samedi matin. Et je pense que ça renforce qu'est-ce que tout le monde dit, qu'il est vraiment, selon mon opinion, mieux que Michael Schumacher, qu'il est vraiment le meilleur de l'histoire de la Formule 1. Si je me rappelle pas, Michael Schumacher avait 78 positions de tête dans... Non, 68, excusez, positions de tête dans sa carrière. Et lui, il est en deuxième. Alors, Lewis Ouais, Hamilton, d'avoir 100, c'est incroyable comme comme mémoire, comme souvenir, comme record qu'on va avoir probablement cette saison. Il va y avoir beaucoup plus de records probablement qui vont être brisés cette saison. On va voir la suite. Mais pour le moment, on va parler des pilotes où on pense méritent une deuxième chance et on va en parler de deux de chacun de nos bords. Alors, Jordan, je veux commencer avec toi, qui est le premier pilote qui mérite une deuxième chance en F1. ouais, alors pour cet épisode, on va parler des pilotes qui méritent une deuxième chance. Ces pilotes-là sont des pilotes qui viennent de sortir de la F1 pour une raison ou une autre, ils étaient vraiment coupés par leur écurie. Ils n'ont pas bien performé. Quelqu'un avait de l'argent qui l'ont remplacé. On sait pas. Mais pour mon premier pilote qui mérite une deuxième chance en F1, moi, je vais dire Alexander Albon. OK, ça ne me surprend pas. Je- Vraiment, j'ai bien aimé Alexander Albon, et spécialement en 2019, à la deuxième et demie de l'année, où il a vraiment montré qu'il mérite le siège à Red Bull. Je sais qu'il n'a pas eu vraiment un podium dans je pense que c'était environ 10, 12 courses qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu'il a conduit, mais il a vraiment montré qu'il est fort, qu'il connaît la voiture Red Bull, et c'était seulement sa première année en F1. Il a eu seulement un demi d'année à Toro Rosso avant de venir à Red Bull, et c'est pas vraiment beaucoup d'expérience. Il a montré qu'il est capable de conduire la voiture. En 2020, il a eu une année seulement de montrer qu'il peut bien conduire la voiture. Et je pense qu'il mérite au moins une année de plus pour montrer et pour renforcer sa performance qu'il a eue en 2020, ces deux podiums qu'il a eus. Au moins, il mérite une année de plus. Là, je vais te poser une question là-dessus. Juste en faisant une petite comparaison à la personne qui l'a remplacé cette année, Sergio Perez. On peut voir depuis le début de la saison, on enregistra juste après la qualif du Grand Prix de l'Espagne, que étant donné qu'ils ont eu probablement la même voiture ou l'équivalent d'être la même voiture, euh, Sergio Perez a fait beaucoup plus avec cette voiture depuis le début de la saison. Je suis d'accord avec toi que le talent est là, mais qu'est-ce qui te fait convaincre que si Alex Albon restait une année de plus en F1, qu'il aurait vraiment maximisé cette voiture et vraiment montré son talent? Ben, moi, je vois, et pas seulement
les émissions de Netflix, mais aussi dans les conférences de presse, dans les vidéos que je regarde sur YouTube, on voit que Red Bull, l'environnement de Red Bull et la voiture elle-même de Red Bull, c'est vraiment une voiture compliquée à conduire. Et Alexander Albon, il a eu 1 an et demi de plus d'expérience avant cette année que Sergio Perez à bien connaître la voiture. Et je pense qu'en tant qu'un débutant, qu'un rookie dans la Formule 1, il n'a pas seulement euh, il a l'année pour s'adapter à la Formule 1 de la F2. Et pas seulement ça, mais il doit aussi s'adapter à une voiture qui est peut-être la voiture la plus compliquée à conduire sur la grille. Alors, c'est vraiment l'année et l'ennemi de l'année en 2019 qui lui donne cette expérience pour lui introduire à la F1. Et je pense qu'en 2021, il pouvait vraiment montrer toutes les leçons qu'il a apprises pendant cette première année et vraiment démontrer ses talents qu'il a montrés en F2 et aussi montrer la résilience qu'il a en tant qu'un individu. On peut voir que mais aussi, sa carrière en F1 n'est pas officiellement terminée parce qu'il est encore un pilote de réserve et il est encore en course avec DTM en Allemagne. Alors, on va voir comment la situation va suivre. Maintenant qu'on parle des mauvaises choses d'Alex Albon, on va parler de ses forces, qui étaient notamment ses 2 podiums l'année dernière en Mugello et en Bahreïn. Ouais, Et comment est-ce que tu peux vraiment. Est-ce que tu pouvais nous parler un petit peu de ses forces, puis pourquoi dans ces 2 courses-là, il a réussi à avoir ses podiums? ben, Et si vous regardez, vraiment faire une bonne explication de son talent. ouais, ben, premièrement, je veux juste souligner, si vous regardez la F1 en anglais sur Sky Sports, il y a Monsieur David Croft quand Alexander Albon il est en train de repasser quelqu'un, c'est souvent à l'extérieur et il aime dire Mr. Round the outside. Et j'adore quand il dit ça. Et spécialement aujourd'hui, quand on a vu la qualif de l'Espagne, ils ont montré une fait saillant où ils montraient Albon passer Sainz à la virage 4, si je suis correct. Mais j'adore la force d'Alexander Albon de dépasser à l'extérieur. On ne voit pas souvent ça en Formule 1. Et, et ouais, il a beaucoup de résilience en tant qu'un individu. Euh, il était. Red Bull lui a laissé tomber 2 fois en carrière, pendant sa carrière junior, et de lui voir vraiment combattre l'adversité qu'il a eue avec ça, c'est vraiment quelque chose à voir et j'aime voir ça dans un conducteur, dans un pilote. J'espère que tu as raison. Honnêtement, j'aime bien Alex Albon. Je pense si on lui donnait une autre année pour vraiment montrer ses talents, il pourrait utiliser cette opportunité pour vraiment faire son point puis faire sa marque Ouais, sur la F1. vraiment, moi je pense à 100%. Mais maintenant, je veux entendre, Jonah, qui est-ce que toi tu penses mérite une deuxième chance? Euh, pour moi, je vais parler je vais parler de ma première personne maintenant et cette personne s'appelle Romain Grosjean. Euh, Regarde, je pense qu'il mérite une deuxième chance juste parce que il va avoir beaucoup de critiques qui disent oui, il est vraiment susceptible à pas finir des courses à cause du fait qu'il conduit mal ou qu'il réussit à frapper sa voiture dans d'autres personnes. Mais on peut voir que quand Romain Grosjean est prêt à conduire une voiture, puis prêt à commencer une course dans une bonne place avec une bonne voiture, qu'il a réussi à propulser la voiture à son maximum. On peut donner des exemples, notamment avec Lotus. Pour dire, Romain Grosjean a quand même reçu 10 podiums en carrière, qui n'est pas rien. Euh, alors, j'utilise beaucoup l'exemple de quand il était chez Lotus. Puis, à chaque fois que Lewis Hamilton ou que Sebastian Vettel avait des difficultés, c'était toujours Romain Grosjean qui prenait ça davantage.
Et c'était pratique parce qu'il a utilisé une voiture qui était à ce point-là très, très compétitive dans le championnat. C'est honnêtement triste de voir Renault baisser à mon avis, les meilleurs moments de son retour en F1 depuis les championnats de Alonso. Mais on peut voir que dans Lotus, il a vraiment fait marcher. S'il ne fera pas d'autres personnes, tu vas probablement me parler de Belgique quand il a été suspendu pendant une course parce qu'il a causé une grande, grande collision. Mais aussi avec Haas. J'utilise beaucoup l'exemple de la qualif de la première année, la première course de Haas, où Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont qualifié quatrième et cinquième euh, dans une atmosphère où il y avait les deux Mercedes qui étaient en grosse bataille pour le championnat à la fin de l'année. Oui, le résultat de cette course était un petit peu triste, mais juste montrer que même dans des voitures qui n'étaient pas les meilleures ou même qui ne méritaient pas avoir des points dans la plupart des courses, Romain Grosjean a utilisé le maximum de cette voiture. Puis sûrement, ce qui lui est arrivé l'année dernière en Bahreïn est vraiment, vraiment triste. Puis je suis content que Mercedes lui a donné une opportunité de retourner dans une voiture de F1 pour faire un test lors du Grand Prix de la France. Mais je pense qu'il mérite une siège encore. Je pense qu'il y a certaines personnes qui ne méritent pas une siège en F1 qui pourraient certainement être remplacées par Romain Grosjean juste pour son expérience et pour sa façon de conduire, même dans des voitures qui ne sont pas les meilleures. Et vraiment, Jonas, j'aime ta réponse parce que vraiment, tu as mentionné l'écurie As qui en 2021 n'a pas eu le meilleur début de saison de leur histoire. Et je veux te lancer la question, est-ce qu'avec la voiture que As a cette année, où ils ont mentionné, ils ont dit aux médias, à tout le monde, qu'ils n'ont pas vraiment développé leur voiture de cette année et vraiment ils se concentrent sur la voiture de l'année prochaine, en 2022, avec une nouvelle régulation de la Formule 1. Est-ce que tu penses que Romain Grosjean, dans ses 4 premières courses, ses 4 premières séances qualification, il pouvait extraire plus de cette voiture que Mick Schumacher et, euh, et Nikita Mazepin? Oui, je suis 100% convaincu là-dedans. Si on utilise l'exemple, même, je ne vais pas vraiment. Voilà, je vais critiquer Nikita Mazepin parce que c'est la vie. Mais à la fin du Grand Prix du Portugal, il était à 1 minute en arrière de Mick Schumacher. Et juste, même si on ne prend pas ça en compte, je pense que Romain Grosjean pourrait faire mieux juste parce qu'il était habitué à être dans une voiture de F1. Jordan, tu parles beaucoup de l'exemple de l'équipe de Williams et que Claire Williams a dit à Robert Kubica qu'elle voulait lui donner la siège pour l'année 2020, 2019. l'année 2020 et 2019 pour voir ce qui était fondamentalement mauvaise avec la voiture. Ouais. Je pense que si on gardait Romain Grosjean dans cette siège-là pour analyser la voiture puis pour voir où ça pourrait améliorer, euh, pas seulement pour le développement, hein, mais aussi pour les résultats cette année, ça va vraiment servir à l'équipe de Haas qui est vraiment, c'est vraiment triste ce qui leur arrive maintenant, qu'ils sont tellement en arrière de l'ordre des voitures. Euh, je pense d'avoir quelqu'un qui était dans l'équipe pendant si longtemps, depuis les débuts de Haas, euh, il pouvait faire mieux avec les voitures qu'ils ont maintenant. Ouais, et on a vu que c'est vraiment généreux de Toto Wolff qu'il a offert à Romain Grosjean de conduire la voiture de 2019 ou 2018 pendant une séance, puis après pendant une séance de pratique, qu'il conduit la voiture en 2021. Alors je pense que c'est vraiment gentil que Toto Wolff lui a offert ça, que Romain aura
pas une rédemption, pas une deuxième chance à être compétitif en Formule 1, mais une deuxième chance, et pas une deuxième chance, mais vraiment une chance à pas avoir une mauvaise mémoire de la Formule 1, parce qu'on sait que sa dernière mémoire, le dernier moment qu'on a vu Romain Grosjean, c'était lors de vraiment cet accident vraiment bouleversant, émotionnel avec le feu, que je pense pas que lui veut avoir en tant que mémoire en Formule 1. Alors, je pense que la gentillesse de Toto Wolff se démontre vraiment bien Mhm. avec ça. Si je pouvais ajouter quelque chose sur ça, euh, c'était vraiment facile dans les dernières années de moquer de Haas, puis du fait qu'ils avaient vraiment une mauvaise voiture. Mais on ne rend même pas compte qu'ils sont encore des pilotes de Formule 1, ces personnes-là. Puis chaque fois qu'ils conduisent une voiture, ils risquent de mourir. Oui, le risque de mort est beaucoup moins élevé maintenant que dans les années, par exemple, 70, 80. Euh, la collision de Grosjean nous a fait rappeler que chaque fois qu'un pilote rentre dans une voiture de F1, il risque de mourir à cause des mauvais accidents. Euh, et je suis vraiment content, oui, comme tu as dit, que Mercedes lui a donné une opportunité de conduire une voiture, mais aussi que maintenant, il est encore en course. Il fait maintenant partie de la série IndyCar aux États-Unis et pour les circuits de course. Alors, je suis vraiment content qu'il reste en course. Euh, Puis j'ai hâte de voir le Grand Prix de France. Je sais qu'en général, le Grand Prix de France n'est pas le meilleur Grand Prix et ce n'est pas le meilleur circuit, mais ça va donner un petit peu de vie à ce Grand Prix-là. Mais Euh, c'est bien aussi parce que c'est le Grand Prix de chez lui. Il est français et suisse, mais principalement il conduit sous la licence française. Alors je pense que ça va être bien émotionnel pour lui et sa famille, et c'est vraiment une bonne chose qu'ils font l'écurie Mercedes. Mais en parlant de l'écurie As, ma- mon deuxième pilote que j'aimerais mentionner, c'est Kevin Magnussen. yeah. Parce que lui, il mérite une deuxième chance en Formule 1. Et je vais te dire que lui, il n'est pas en Formule 1 à cause, principalement parce que l'argent parle en Formule 1. Malheureusement, l'argent est une bonne chose en Formule 1 des fois, mais malheureusement, l'argent peut être peut être quelque chose qui vraiment n'est pas juste en Formule 1, parce que Kevin Magnussen, vraiment, on sait qu'il est un pilote de talent. Il a, on a parlé de la course je ne me rappelle pas si c'était en Australie ou sa première course en Formule 1, et il a eu podium. Et, je pense que c'était de cette course-là où il a qualifié 4 ou 5e. Et, et c'est malheureux que l'écurie Haas n'a pas vraiment développé leur voiture de bonne manière au fil des années, qu'ils ne pouvaient pas vraiment montrer ses talents. Mais quand ils avaient un petit peu d'argent avec le commandite de Rich Energy, par exemple, quand, quand les voitures ne rentraient pas en accident, Kevin Magnussen avait vraiment des bons résultats cette année-là en 2019. Il montrait qu'il avait des talents, qu'il pouvait être compétitif avec les écuries du rang 3, du rang 5 à 3, euh, du midfield, comme on dit en anglais. Et, euh, et je pense vraiment qu'il mérite une deuxième chance en Formule 1. Et c'est vraiment injuste qu'il a été remplacé parce que l'écurie Haas avait besoin des commandites, et, et que, et qu'il y a des deux conducteurs maintenant qui sont des débutants, et que ça montre, comme Romain Grosjean, ça montre qu'ils n'ont pas les talents de Kevin Magnussen, l'expérience de Kevin Magnussen, de Romain Grosjean. Et c'est pourquoi j'aime souligner les talents de Kevin Magnussen, parce que c'est vraiment injuste qu'il ait plus en F1. Je suis vraiment content que tu as mentionné dans sa première course qu'il a eu un podium en Australie. Je pense que c'était en 2009
Non, excusez, c'était Perez qui a remplacé Hamilton en 2013. Mais anyways, c'était environ ces années-là. Euh, oui, on parle même chose. Je pense que je vais te poser la même question que toi tu m'as posée. C'est en prenant en compte les circonstances dans lesquelles Haas est maintenant, euh, penses-tu juste au niveau du développement qu'ils auraient besoin de Kevin Magnussen à nouveau, juste pour l'avenir de cette équipe qui, si on écoute les rumeurs, l'équipe est en risque de soit changer de propriétaire ou de quitter la F1 en tout. Ouais, ben, c'est comme l'exemple de Romain Grosjean. On voit que les deux conducteurs, les deux pilotes de Haas, ils sont des débutants, ils sont des rookies et ça se voit sur la piste. Ça se voit que la voiture, je sais que les régulations ont changé de 2020 à 2021, mais il n'y avait pas tellement pas d'accidents, mais de spin, vraiment pas de contrôle sur la voiture comme il y a cette année. En 2020, ils étaient en mesure de finir les courses sur une base vraiment constante. Et cette année, ça ne voit pas qu'on est sur la même piste. Et je pense que parce qu'ils sont une écurie qui essaye de développer leur voiture de plus en plus, et spécialement pour 2022, vraiment, s'ils restent en F1, j'attends en 2022 qu'ils aient vraiment une voiture plus compétitive, peut-être une voiture qui peut bagarrer avec Aston Martin, les voitures qui sont plus haut dans le classement. Euh, Vraiment, les conducteurs avec plus d'expérience, comme les Romain Grosjean et les Kevin Magnussen du monde, pouvaient vraiment leur aider. Et comme j'ai dit avant, c'est malheureux qu'ils avaient besoin d'argent maintenant parce que Ginas ne veut pas investir plus de son argent en Formule 1 dans une écurie qui est en train de perdre. Il avait besoin de chercher de l'argent à l'extérieur, à une compagnie allemande qui voulait vraiment que Mick Schumacher soit leur pilote. Le père de Nikita Mazepin, qui on sait est je ne sais pas si le propriétaire ou le CEO ou un des gérants de Uralkali, qui est une des compagnies russes de pétrole, si je ne me trompe pas. Mais, euh, mais ils avaient vraiment besoin de l'argent de l'extérieur pour continuer leur développement pour 2022. Alors, c'est vraiment question, pour répondre à ta question, c'est vraiment question de est-ce qu'ils est-ce qu'ils vraiment bénéficieraient plus de l'expérience ou de l'argent pour leur développement en 2022. Et maintenant, il reste à voir parce que on va voir si l'argent peut vraiment parler, si l'argent peut vraiment faire la différence qu'ils veulent pour la saison 2022. Si seulement la question était si facile, qu'est-ce qui est plus important, le talent ou l'argent en F1? Les Ouais, deux, c'est pourquoi non, c'est c'est une un grand question que débat. tout le monde pose tout le temps en F1. Et Euh, peut-être on aura un épisode là-dessus si les écouteurs le veulent. j'ai. Est-ce que vous le voulez? Écrivez-nous, OK? Ouais, dans les commentaires. Dans les commentaires ou sur notre page Facebook, page Instagram. J'aime vraiment montrer qu'on a ces comptes-là. Euh, Maintenant, pour moi, le deuxième pilote que je vais mentionner est Daniel Kvyat. Euh, t'es surpris, Jordan? T'es Ouais, je suis surpris? surpris. OK. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi. En 2000, c'était quoi? 2015, c'est ça. En 2015, Daniel Kvyat a battu Daniel Ricciardo dans les points au championnat de pilote. Juste en utilisant ça, et étant donné que nos opinions, ou au moins mon opinion de Daniel Ricciardo, est si élevée, je sais que toi, tu as mis Daniel Ricciardo, si je ne me trompe pas, en 16e ou 17e place ou quelque chose comme ça dans ton classement de pilote. Mais moi, mon opinion de Daniel Ricciardo est si haut. Et le fait que Daniel Kvyat a réussi à le battre dans sa première année, sa première pleine année dans
la voiture de Red Bull montre que le talent est là. Euh, et je pense que les deux pilotes que j'ai choisis euh, pour cette vidéo ont une réputation pour causer beaucoup de collisions, beaucoup d'accidents. Euh, Peut-être c'est même eux qui causent leurs propres accidents. Euh, mais on a vu dans la fin de l'année dernière que si Daniel Kvyat a la motivation pour vraiment faire une différence avec sa voiture, ça montrait. J'utilise l'exemple de Imola l'année dernière où Ouais, Daniel Kvyat a monté de, je pense, 5 ou 6 places dans les dernières quelques tours. Il a terminé en quatrième place dans, avec une voiture AlphaTauri que, soyons réalistes, Pierre Gasly a gagné sa course en Italie à cause de beaucoup d'effets externes qui lui a aidé à gagner cette course-là. Mais dans des circonstances normales, Daniel Kvyat a réussi à monter cette voiture à presque un podium. Euh, je pense que dans les autres situations qu'il a eu un podium, c'était Allemagne 2018, je pense, ou 2019, ouais. et Chine, l'année où Sebastian Vettel l'a appelé le torpedo. Et non, mais on utilise beaucoup ce nom comme une blague, mais je pense que ce ne devrait pas être une blague s'il est respectueux dans la façon qu'il conduit. Parce qu'on a besoin de cette audace, de cette motivation, de cette, disons, motivation, mais en même temps être fâché pour être considéré comme un torpedo qui freine à la dernière minute, qui essaie à chaque moment de faire des pas sur la course. Et je pense que le talent de Daniel Kvyat est vraiment démontré dans des situations comme ça. Et c'est pour ça que je pense que Daniel Kvyat mérite une deuxième chance. Je pense que c'est aussi le même cas avec lui qu'il a été renvoyé de AlphaTauri parce que l'équipe de Red Bull voulait avoir Yuki Tsunoda dans la voiture et je le comprends totalement. Il est vraiment un bon conducteur. Euh, mais je pense que Daniel Kvyat, même pendant toute sa carrière, méritait une situation stable. Euh, il était à Toro Rosso, après il a été promu à Red Bull, après ça, après une saison et demie, il a été retourné à Toro Rosso, après ça, il est resté là-bas jusqu'à la fin de l'année 2020. Je pense s'il était dans une situation qui était un petit peu plus stable, euh, le talent serait plus démontré. Et c'est pour ça que je pense que Daniel Kvyat mérite une deuxième chance. Ben, moi, j'aime bien que tu as mentionné Daniel Kvyat, mais je ne suis pas d'accord avec toi. OK. Et je vais dire, ben, premièrement, je vais parler de la course de Emilia-Romagna l'année passée, en 2020, où il a monté jusqu'à la quatrième position. Et on savait avant cette fin de semaine-là, quand ils ont annoncé qu'il retournait à Imola, on savait que ça serait vraiment la course de Alpha Tauri parce que c'est ça leur piste où ils pratiquent, où ils font toutes leurs séances de photos, où ils font toutes leurs séances de tests avec les anciennes voitures. C'est ça, leur usine est seulement à 60 Exactement, km c'est de. quelques kilomètres de leur usine où ils fabriquent leurs voitures, où ils font leurs recherches. Alors, on savait que s'il y a une course pendant l'année 2020 ou même cette année 2021, que AlphaTauri pouvait se démontrer, ça serait cette course. Alors, pour moi, quand j'ai vu Daniel Kvyat en quatrième position, moi, je n'étais pas surpris le classement avec Daniel Kvyat si haut. Moi, j'étais surpris à que Gasly n'a pas terminé si haut que Daniel Kvyat. Et parce que c'était vraiment leur course à perdre. Ça, c'est mon interprétation de cette course-là.
Maintenant, en tant que Daniel Kvyat qui mérite une deuxième chance en Formule 1, oui, je ne veux pas démontrer vraiment un manque de respect à Daniel Kvyat. Il sait comment conduire une voiture de Formule 1. C'était vraiment bien et vraiment cool à lui voir pendant ces dernières années. Mais je pense qu'avec l'école de Red Bull qu'ils ont en place, avec les conducteurs, les pilotes qui ont déjà un siège, c'est vraiment impossible de voir un futur pour Daniel Kvyat en Formule 1. Il n'y a pas seulement le jeune Yuki Tsunoda qui est en train de montrer ses talents, de montrer qu'est-ce qu'il est capable de faire, mais il y a aussi Guo Junho qui est en Formule 2 maintenant, qui vraiment montre qu'il peut conduire une voiture de Formule 2 et que lui, il mérite aussi une place en Formule 1. Parce qu'il est Attends, vraiment. tu parlais de qui? Guo Junho. Oh, Guan Yu Zhou, c'est Guo ça. Junho. Non, mais il est dans. Il est Je pense dans que c'est l'équipe de Alpine. Oui, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais juste pour montrer que les talents en F2, euh, et on voit que Red Bull, ils n'ont pas peur de chercher les talents hors de leur école de talent, comme ils ont pris Sergio Pérez. Je pense, juste pour montrer les talents qui sont en F2, je pense que la structure de Formule 1 avec cette équipe qui est l'équipe sœur à développement pour l'équipe de Red Bull, je pense que ça devrait, ce siège-là, qui n'est pas à Gasly, on va voir qu'est-ce qui va se passer avec Gasly, au moins un des sièges, je pense que ça doit se servir au développement d'un conducteur pour aller en Red Bull. Hmm. Maintenant, en disant ça, je ne pense pas qu'il y a un siège à Red Bull pour Daniel Kvyat. Non, je pense pas non plus. Et je pense que les sièges à AlphaTauri sont pleins. Je pense que Red Bull cherche à prendre des jeunes pilotes de la F2 plus vite que, que, que de donner Daniel Kvyat une deuxième chance. Et je veux dire aussi parce que l'écurie Alpine est plein et qui n'ont pas d'espace pour l'année prochaine, une de mes prédictions pour l'alignement de 2022, c'est que Guan Yu Zhou va joindre l'écurie AlphaTauri. Ça, c'est ce que je pense. Je pense qu'ils vont chercher de leur école pour leur chercher et de leur entrer dans l'équipe. Attends. Je sais qu'on est en train de parler de Daniel Kvyat, mais je veux juste parler un petit peu de ce que tu viens de dire. Tu viens de dire que Guan Yu Zhou, qui fait partie de De l'équipe l'école de Alpine de de Renault. l'école de Alpine, va être pris par Red Bull pour Ouais, joindre l'équipe de AlphaTauri. ouais, Pourquoi est-ce que tu penses je que pense pas pourquoi qu'il est-ce que va tu penses qu'Alpine et Renault vont vraiment négocier ça pour perdre probablement leur plus grand espoir ouais, pour leur siège de F1? oui, Notamment, mais parce que c'est soyons. malheureux que Renault et Alpine n'ont pas une deuxième équipe comme école en Formule 1, parce que je pense que l'alignement de Alpine pour 2022, ça va être la même de cette année. Ils ne vont pas laisser tomber Esteban Ocon et Fernando Alonso a le contrat pour 2022 déjà. Moi, je pense qu'ils vont Alors, lâcher. Ils vont lâcher un de ces pilotes. C'est ça mon avis. Mais, euh, ben, mais alors ça, c'est retournons, retournons tout pour dire que c'est un bon sujet pour les prochains épisodes. retournons à l'école de Red Bull par contre. OK? On utilise Daniel Kvyat dans ce cas, qui a été membre de cette école-là. À Red Bull, il y a aussi en F2, notamment Jehan Deruvala, qui a déjà reçu des podiums au début de la saison de F2. Et je pense qu'ils ont 3 ou 4 pilotes en F2 cette année qui travaillent fort pour avoir ce siège-là. Pourquoi est-ce que tu penses que Red Bull devrait le donner à une de ces personnes-là ou à Guan Yu Zhou comparé à Daniel Kvyat? Pas parce que je pense que Red Bull ne va pas donner un de ses sièges
à un jeune et je pense pas qu'ils vont le donner à Danny Kvyat, on est d'accord avec ça. Alors maintenant, c'est question de si l'équipe, l'écurie AlphaTauri va donner un siège à Danny Kvyat ou un jeune et je pense qu'ils Ce vont n'est pas eux retourner. qui contrôlent, malheureusement. C'est pas eux, mais je pense que Red Bull va donner le siège d'AlphaTauri à un jeune, heu et ils vont prioriser ça au-dessus de Danny Kvyat. Je OK. pense qu'ils vont retourner à la méthode de penser que AlphaTauri doit être une école pour les jeunes de Red Bull. Je pense que Pierre Gasly, c'est vraiment, une exception à la règle parce qu'il a vraiment démontré qu'il mérite plus le siège de Red Bull que personne d'autre et qu'il mérite vraiment un siège en Formule 1 parmi les équipes euh, euh, qui sont plus haut au classement. Et je pense qu'ils vont vraiment retourner à cette philosophie qu'ils doivent vraiment utiliser AlphaTauri comme école. Et ouais, c'est pour cette raison-là que je pense que Danny Kvyat ne va pas retourner en F1. Et c'est pas qu'il mérite pas une deuxième chance parce que je sais qu'il a des talents, mais je pense que à cause de l'environnement qu'il est, je vois Ce pas n'est vraiment pas passage pour lui. réaliste. Maintenant, je vois qu'il est aussi, il est plus avec l'école de Red Bull, il est avec Alpine, il est un C'est des ça, il est maintenant comme pilote de réserve. et malheureusement, je vois pas aussi avec l'école de Ferrari qu'ils ont Callum Ilott, Robert Schwartzman, qu'ils attendent leur tour en Formule 1. Euh, aussi avec l'école Mercedes, il y a beaucoup de discussions avec George Russell. Je ne vois pas Danny Kvyat rentrer dans une autre équipe parce que Williams a aussi Jack Aitken qui peut-être veut cette siège aussi. Il y a plein de personnes qui veulent rentrer en Formule 1, qui sont partis des écoles, qui sont jeunes, qui ont vraiment la motivation. Et je ne pense pas que Danny Kvyat va avoir cette chance-là parmi un des autres équipes aussi. Je... Et une autre chose que je vais aussi mentionner sur Kvyat, c'est ça ne parle pas de ses talents en course, mais son ancienne copine, Kelly Piquet, qui est la fille de Nelson Piquet, ancien champion de F1, euh, ils ont un enfant ensemble et maintenant, son ex sort avec Max Verstappen. Moi, je ne savais pas ça. Ça, c'était intéressant. Je me sens tellement mal pour. Je me sens tellement mal pour lui en utilisant le fait que sa siège à Red Bull a été pris par Verstappen et maintenant sa copine a été prise par Verstappen. Euh, bravo Max, tu mérites. Ben ouais, je pense, personnellement, je vois pas un futur pour Dan Kvyat en Formule 1. Euh, c'est vraiment malheureux. Je pense que parce que Albon, il est plus jeune, que peut-être lui, là, il pourrait avoir une deuxième chance avec l'écurie AlphaTauri, mais c'est à voir. je... Albon ou Kvyat à AlphaTauri l'année prochaine. Ben On ne moi, je sait dis pas. Albon parce que je pense que lui, il est plus jeune. Il a encore. Danny Kvyat a eu plusieurs années en Formule 1 à montrer qu'est-ce qu'il a en tant que talent. Alexander Albon, il a eu 2 années courtes et je pense que il mérite une année de plus au moins de montrer qu'il mérite d'être en Formule 1 parce qu'il est jeune, il a encore cette motivation, il a encore ce feu à l'intérieur pour gagner, pour montrer qu'il a des talents qu'il mérite de rester en Formule 1. Et je pense qu'il a plus de potentiel que Daniil Kvyat. Et j'ai hâte de parler de ça. Qui a le plus de potentiel, moins de potentiel avec toi pendant le prochain épisode. Oui, c'est ça. Alors, merci d'avoir écouté celui-là. C'était notre premier épisode en français. Je pense on avait beaucoup, on s'est beaucoup amusé en enregistrant cet épisode.
Ouais, Si vous voulez, aussi qu'il y a la possibilité de plusieurs discussions, plusieurs sujets ont été abordés pendant cet épisode. Alors, Jonah et moi, on va en discuter et peut-être on va avoir des épisodes avec des conversations différentes. On a parlé de Guan Joe, on a parlé de l'école alpine. Peut-être on pourra parler de ça pendant le prochain épisode. alors, si vous voulez en savoir plus, aimez notre page Facebook, abonnez à notre page Instagram et on va vous voir à la prochaine épisode. À bientôt!